je vais vous parler de décisions automatisées. On va faire un détour en fait par un domaine qui a priori n'a pas grand-chose à voir avec les relations entre employeurs et salariés, puisqu'on va parler de scoring bancaire et d'évaluation de la solvabilité. Mais on va voir que en fait c'est un domaine dans lequel la Cour de justice de l'Union européenne est venue interpréter des droits qui sont octroyés à la personne concernée par les traitements de données dans le cadre du RGPD, du Règlement général sur la protection des données. Et on va voir que finalement, c'est des éléments qui ont vocation à nous intéresser dans le cadre des relations de travail. Alors, je vais vous présenter deux arrêts. Le premier, c'est la décision Choufa qui a fait parler d'elle un petit peu, qui commence à être par rapport à laquelle on commence à avoir un petit peu de recul, puisque c'est un arrêt qui a été rendu par la Cour de justice il y a 2 ans maintenant. Et alors sur lequel on va revenir, et parce que la Cour de justice en début d'année dernière, en début d'année 2025, a rendu une nouvelle décision sur la question de la décision automatisée, de la décision algorithmique, qui vient consacrer un droit à l'explication de la décision et qui est absolument complémentaire par rapport à l'arrêt Choufa. Et on a donc maintenant ces deux décisions qui forment un ensemble, et on va les envisager comme telles. Alors, le contexte, comme je vous le disais, c'est en matière d'évaluation de la solvabilité, le recours à ce qu'on appelle la pratique du scoring, le fait de réaliser une opération de profilage qui va permettre d'assigner à une personne un score, une probabilité de la survenance d'un événement futur incertain, en l'occurrence la probabilité de sa défaillance dans le cours de l'exécution d'un contrat de prêt. Et le scoring, cette opération de profilage, est présenté habituellement comme un procédé d'assistance décisionnelle, c'est-à-dire que c'est pas l'attribution du score qui va déterminer quelle va être la réponse qui va être demandée à la personne qui sollicite, par exemple, l'octroi d'un prêt, mais ça va y contribuer. Alors, ce qu'on sait, c'est que le scoring conditionne dans une partie, pour une part assez significative, la décision qui va être prise, voire alors même que on a des mécanismes de prise de décision qui vont présenter le fait que malgré tout, il y a quand même une intervention humaine qui est prévue. Ben, quand on creuse un petit peu, on voit que en réalité, l'opérateur humain ou bien va suivre systématiquement la préconisation algorithmique, ou alors l'intervention humaine va se limiter à une surveillance générale des décisions algorithmiques qui sont prises, avec certes une possibilité d'intervention individuelle, mais qui en pratique va rester plus virtuelle qu'autre chose. Alors la question qui se pose par rapport à ça, c'est de savoir, en présence de cette opération de scoring, de savoir si on va appliquer le régime de la décision automatisée qui est prévu dans le RGPD, compte tenu justement du fait que on a une décision automatisée, mais qui souvent est présentée comme simplement un procédé d'assistance décisionnelle, avec la possibilité d'une intervention. Et alors la question, l'enjeu pour la personne à qui on va opposer la décision qui va être prise, ça va être de savoir si elle va pouvoir mobiliser les droits qui sont reconnus par le RGPD pour contester une décision qui aurait été prise à son égard dans un sens défavorable. Alors, les deux décisions dont je vais vous parler de la Cour de justice se,
concerne des faits qui sont relativement similaires. Dans la première espèce, c'est l'arrêt Choufa de décembre 2023. On avait une société dont l'activité consistait à fournir à ses partenaires qui sont des établissements de crédit des informations sur la solvabilité des personnes qui viennent solliciter un emprunt. Concrètement, ces informations, c'est des indications sur la probabilité que les emprunteurs puissent faire défaut, c'est-à-dire ne viennent pas viennent à ne pas pouvoir rembourser le crédit qui leur a été consenti. Dans la deuxième espèce, c'est l'arrêt qui a été rendu début 2025. On est dans un cas de figure un tout petit peu différent, mais l'activité de la société qui vient éclairer ou en tous les cas participer à la décision qui est prise par le co-contractant de la personne est assez similaire. Elle a une activité qui consiste à évaluer la solvabilité des personnes avec lesquelles ses clients vont être amenés éventuellement à contracter. Alors, dans les deux décisions, le cas de figure est similaire. Les sociétés qui agissent comme prestataires de services pour les sociétés qui vont décider ou non de contracter avec les personnes vont attribuer un score aux personnes qui va être défavorable. Alors, score de risque va être défavorable et ça va conduire à un refus de contrat. Dans le cas de l'arrêt Choufa, ça va conduire à le refus de l'octroi d'un contrat de prêt. Et dans l'arrêt Dun Bradstreet, ça va conduire au refus pour un opérateur de téléphonie mobile que la personne souscrive à un contrat portant un montant qui était relativement dérisoire, puisque ça représentait un engagement de seulement 10 euros par mois. Dans les deux cas, il y a des demandes qui vont être formées par les personnes, non pas à l'encontre de la société qui a refusé de contracter avec elle, mais à l'encontre des sociétés qui assignaient les scores de risque et qui assistaient donc les sociétés qui ont refusé les contrats, et des demandes qui ont été fondées sur deux articles du règlement général sur la protection des données. L'article 15, qui affirme pour les personnes un droit d'accès aux données personnelles qui les concernent et qui font l'objet d'un traitement, et notamment qui doivent permettre à la personne de savoir si les concernant, une décision automatisée a été prise, et si jamais c'est le cas, la communication des informations, ce que le texte appelle les informations utiles qui concernent la logique sous-jacente de la décision. Donc, une forme d'explication de la décision qui a été prise à leur égard. Et là, en l'occurrence, concrètement, quelles sont les raisons pour lesquelles ça a conduit à un refus de contrat. Et deuxième disposition qui se trouve mobilisée, c'est l'article 22 du RGPD, qui consacre un droit pour la personne à ne pas faire l'objet d'une décision exclusivement fondée sur un traitement automatisé, à partir du moment où on a affaire à une décision qui, le texte nous dit, produit des effets juridiques ou l'affecte de manière significative, de manière similaire, c'est-à-dire une décision qui va avoir un enjeu significatif pour la personne, qui va produire des effets de droit à l'égard de la personne. Alors, donc ça c'est pour ce qui concerne les points communs des deux décisions. On va se focaliser maintenant sur le premier arrêt, l'arrêt Choufa. Donc qui concernait le refus qui a été adressé à une personne
de lui accorder un prêt sur la base du score de risque défavorable qui lui avait été assigné par la société Choufa, donc qui assistait l'établissement de crédit. Et la personne, donc, confrontée à cette décision de refus, s'est tournée vers la société Choufa pour lui demander communication des données qui ont conduit à l'évaluation défavorable de sa solvabilité et faire une demande d'effacement des données en question parce qu'elle les considère comme étant erronées. Et c'est un droit qui lui est accordé par le règlement sur la protection des données. Alors, le fonctionnement, l'activité de la société Choufa, consiste à établir des pronostics sur la probabilité de la survenance d'un événement futur, en l'occurrence le comportement d'une personne, sur la base des caractéristiques de cette personne. Donc c'est là que prend place le traitement de données à caractère personnel. Elle va prendre en compte les caractéristiques de la personne et y appliquer des procédures mathématiques et statistiques, le tout reposant sur l'hypothèse selon laquelle on pourrait, en assignant la personne sur la base des procédures statistiques en question à un groupe de personnes qui possèdent des caractéristiques comparables et dont on sait que dans telle configuration elles se sont comportées d'une certaine manière, et ben de prédire le comportement de la personne. Donc c'est purement ce qu'on appelle une opération de profilage. Alors, suite à cette demande qui lui avait été adressée, la société Choufa a répondu à la personne et elle lui a communiqué le niveau de score qui lui avait été attribué et des informations, mais des informations d'ordre tout à fait général sur les modalités de calcul des scores, mais c'est-à-dire à peu près ce que je viens de vous dire, aucun élément qui se rapporte à sa situation véritablement individuelle. Et pour le reste, la société a refusé, sur le fondement du secret des affaires qui est consacré par le droit européen, de dire des informations trop précises sur les calculs qu'elle réalise pour justement établir le score de risque des personnes. Et elle a mobilisé surtout un élément de défense qui est intéressant, à savoir que elle mettait en avant le fait que son rôle, c'était d'informer les co-contractants potentiels des personnes et que la décision de contracter ou non revenait à ces sociétés. Donc là, en l'occurrence, à l'organisme qui a refusé la demande de crédit qui a été faite, et que la société Choufa en elle-même ne prenait aucune décision à l'égard des personnes dont elle traitait les données. Alors, à la suite de ce refus, le cheminement procédural de l'affaire s'est poursuivi. L'emprunteur qui n'a pas obtenu le contrat de prêt, qui sollicitait le contrat de prêt, a saisi son autorité de protection des données, et l'autorité de protection des données a refusé d'accueillir la demande qui était formulée par la personne, à la suite de quoi la personne a saisi la juridiction administrative d'un recours contentieux contre cette décision de refus de l'autorité de protection. Et c'est dans ce cadre-là que le contentieux devant la Cour de justice s'est cristallisé, puisque le tribunal administratif a adressé à la Cour de justice des questions préjudicielles quant à savoir si le fait d'établir de manière automatisée une valeur de probabilité, un score de risque, sachant qu'on est dans une opération tripartite, que ce score de risque va être transmis ensuite à un tiers, et c'est sur la base de ce score de risque que le tiers va fonder une décision. Est-ce que le fait d'établir ce score de risque constitue ou non une décision individuelle automatisée au sens de l'article 22
du RGPD. Donc en somme, la question qui est posée devant la Cour de justice, c'est de savoir si, malgré les apparences, malgré le fait qu'en apparence, la décision définitive soit prise par la société qui va accepter ou non la souscription de l'emprunt, le fait d'établir la notation de la personne, ça ne va pas en soi constituer une décision qui va rentrer dans le cadre de l'article 22 du RGPD en ce qu'elle est prise de manière automatique, et ça va pas ouvrir la possibilité de la contester. Et c'est dans ce sens-là que la Cour de justice va trancher, et elle va nous dire que alors le premier point, c'est que l'article 22 du RGPD énonce un droit pour la personne à ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, à partir du moment où la décision produit des effets juridiques ou similaires à l'encontre de la personne. Et ce que va nous dire la Cour, c'est qu'au-delà de cette formulation, ce que consacre l'article, ce qu'édicte l'article 22 du RGPD, c'est une interdiction générale de procéder à des décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé. Et que là, en l'occurrence, le fait d'assigner un score de risque à une personne, ça va constituer une décision individuelle automatisée, et ce sera pas simplement un élément préparatoire, un mécanisme d'assistance décisionnelle. À partir du moment où on va pouvoir constater que la valeur de probabilité qui est assignée à la personne conditionne de manière déterminante le fait d'établir, d'exécuter ou de mettre fin à une relation contractuelle avec la personne. Donc finalement, la Cour de justice va identifier l'endroit où se situe la décision véritable dans ce cas de figure. Alors j'avais fait un petit schéma pour illustrer les choses au moment où la décision Choufa était sortie. Alors on peut se représenter le processus décisionnel qui va in fine aboutir à l'acceptation de la demande ou au rejet d'une demande. Notre processus décisionnel se déroule. À un moment donné, on va avoir l'opération de scoring, c'est-à-dire l'assignation d'une valeur de probabilité qui va pouvoir être favorable ou défavorable. Et ensuite, sur la base de cette valeur de probabilité qui est assignée à la personne, on va avoir la décision à proprement dite qui va être prise sur la base du scoring qui a été réalisé, mais avec une intervention humaine ou une intervention humaine potentielle. Et la procédure va se dérouler ensuite, et on va aboutir à l'acceptation ou au rejet de la demande. Et on peut observer que, en règle générale, lorsque le scoring était favorable, la grande majorité des demandes vont être acceptées, et au contraire, quand le scoring va être défavorable, elles vont être rejetées. L'analyse de la société Choufa, enfin ce qu'elle présentait pour se défendre, c'était de dire que tout ce qui la décision, c'était la décision d'acceptation ou de rejet qui était prise par l'organisme de prêt, et que tout le reste, tout ce qui se déroulait avant dans le processus décisionnel, et notamment son intervention à elle et le fait d'assigner un score de risque à la personne, c'était simplement des actes préparatoires à la décision. Et ce que va venir nous dire la Cour de justice, c'est que non, en réalité, la décision au sens de l'article 22 du RGPD, c'est pas la décision finale sur le fait d'accepter la souscription du contrat ou non, mais c'est l'assignation de la valeur de probabilité qui va ensuite avoir une influence déterminante, et donc dans la mesure où l'assignation de la valeur de probabilité
va jouer un rôle déterminant dans l'acceptation de la demande. Comment est-ce qu'on détermine si euh, cette valeur de probabilité joue un rôle déterminant? Ben, on va regarder euh, euh, les proportions dans lesquelles les demandes vont être acceptées ou rejetées en fonction du score de probabilité qui aura été assigné à la personne. Alors voilà pour l'arrêt Choufa. Je vais vous parler maintenant donc l'arrêt Choufa je vous disais qu'il y a 2 ans maintenant. On a eu une décision en début d'année dernière, en février 2025. C'est la décision Dun & Bradstreet qui est intervenue, et je vous disais, qui est complémentaire de l'arrêt Choufa. Donc c'est l'arrêt qui concerne l'opérateur de téléphonie mobile qui a refusé la souscription d'un contrat avec un engagement qui représentait une dizaine d'euros par an. Donc sur la base d'une évaluation de la solvabilité du souscripteur qui était réalisée justement par la société Dun & Bradstreet, à l'aide d'un traitement de données, puisque c'est le point d'accès aux dispositions du RGPD. Et donc souscripteur qui s'est vu refuser le contrat de téléphonie mobile et qui a saisi son autorité de protection des données pour demander, sur le fondement des dispositions de l'article 15 du RGPD, ce que le RGPD appelle les informations utiles sur la logique sous-jacente de l'évaluation algorithmique qui avait été réalisée de sa solvabilité. C'est-à-dire que la personne voulait avoir une explication de la décision qui avait été prise et des raisons pour lesquelles la souscription du contrat lui avait été refusée. Alors, l'affaire a suivi un cheminement procédural un petit peu tortueux. L'autorité de protection des données a fait droit à la demande de la personne. Elle a enjoint à la société Dun & Bradstreet de communiquer les éléments. La société a formé un recours contre cette décision-là, faisant valoir. Alors, ça avait déjà été soulevé dans l'arrêt Choufa, mais c'est pas le point qui avait été tranché par la Cour, puisque dans l'arrêt Choufa, la question s'était concentrée sur l'existence d'une décision. Et là, on a à nouveau la survenance de cet élément, la société qui fait valoir que les informations, donc l'explication de la décision, porterait atteinte au secret des affaires en ce qui la concerne, puisque elle a une méthode particulière, des formules de calcul pour attribuer des scores de solvabilité qui serait dangereux pour elle de révéler dans un secteur concurrentiel. Donc recours qui est formé par la société, recours qui est rejeté. Le tribunal administratif estimant que elle n'avait pas elle n'avait pas fourni d'explications suffisantes permettant à la personne d'avoir une compréhension du score qui devait déterminer la probabilité de sa défaillance à payer les 10 euros qui correspondent à l'abonnement chaque mois. Et donc, sur la base de cette décision, la personne a formé une demande d'exécution forcée qui n'a pas eu de suite, et donc retour devant le tribunal administratif pour contester ce refus d'exécution forcée de la décision de l'autorité de protection des données. Et à l'occasion de cette procédure, le tribunal administratif a adressé un certain nombre de questions préjudicielles à la Cour de justice pour savoir quelle était la consistance des droits qui sont protégés par l'article 15 du RGPD et savoir comment les articuler éventuellement avec le secret des affaires qui est
protégés notamment par une directive de 2016. Donc, un certain nombre de questions posées à la Cour. Je crois qu'il y avait six questions qui étaient adressées par la juridiction, donc notamment sur l'étendue des informations qui doivent être communiquées, euh, la précision des informations qui doivent être communiquées. Est-ce qu'elles doivent permettre d'exercer, alors le tribunal administratif disait de manière effective, approfondie et prometteuse les droits qui sont garantis par l'article 22 du RGPD, donc qui prévoit l'interdiction de décisions exclusivement automatisées. La question de savoir si les informations qui sont communiquées doivent être circonstanciées, c'est-à-dire permettre la comparaison avec d'autres cas qui ont été traités d'autres personnes qui ont abouti à des décisions similaires. C'était un des aspects de la décision, puisque à un moment donné, la société Dun & Bradstreet avait fourni des explications à la personne qui en avait demandé, mais qui n'étaient pas visiblement cohérentes avec la décision, avec le scoring négatif qui lui avait été assigné. Donc la question se posait de savoir comment éprouver le sérieux des informations qui sont communiquées par la société à l'occasion de l'exercice d'un droit d'accès fondé sur l'article 15. Et le dernier aspect, c'est la question de savoir si on a des informations, enfin parmi les informations qui ont vocation à être communiquées, des informations qui sont protégées. Alors, deux cas de figure, ou bien parce que ce seraient des données personnelles qui concernent des tiers, ou alors parce que ce seraient des informations, notamment sur la recette de la formule de calcul du risque d'insolvabilité, qui serait protégée par le secret des affaires. Alors, les dispositions qui étaient mobilisées et que la Cour de justice était amenée à interpréter, c'était celle de l'article 15 dans un premier temps du RGPD, qui prévoit la possibilité pour la personne d'exercer ce qu'on appelle le droit d'accès, solliciter auprès du responsable de traitement la confirmation que ces données à caractère personnel sont bien utilisées à l'occasion d'un traitement de données. L'existence ou non d'une prise de décision automatisée, et dans l'hypothèse où il y a une prise de décision automatisée, obtenir la communication des informations utiles qui concernent la logique sous-jacente du profilage qui est réalisé. Et donc, le deuxième aspect, c'est ce que je vous disais il y a un instant, c'est la question des données protégées et du secret des affaires. Alors, la décision qui a été rendue par la Cour sur ces questions est intéressante. Donc, on part de l'apport de l'arrêt Choufa. L'idée, c'est que l'opération de profilage, même s'il est présenté comme un mécanisme d'assistance décisionnelle, peut constituer une décision individuelle automatisée. C'est ce que nous disait la Cour de justice dans l'arrêt Choufa. Et donc, sur cette base-là, la Cour va interpréter l'article 15 du RGPD pour consacrer véritablement un droit à l'explication individuelle de la décision. C'est-à-dire un droit à l'explication qui porte sur les principes qui sont appliqués pour exploiter les données personnelles de la personne et aboutir au résultat, donc au score de risque qui est décidé. L'article 15 doit permettre à la personne d'obtenir des informations qui décrivent la procédure et les principes qui sont appliqués. Il faut que les informations communiquées soient suffisamment claires, concises et compréhensibles pour la personne, et pour que la personne comprenne quelles sont les données qui sont mobilisées
et de quelle manière elles sont utilisées pour comprendre quels sont les éléments de son dossier qui ont conduit concrètement à l'attribution d'un score positif ou négatif. Sous-entendu, dans quel cas de figure la décision aura été différente en intervenant sur une de ces variables. Et la Cour vient affirmer que la finalité du droit qui est reconnu à l'article 15, bah, c'est justement de permettre ensuite à la personne de former un recours, notamment en mobilisant l'article 22, comme dans le cas de l'arrêt Choufa, de l'article 22 du RGPD, qui, tel que interprété dans l'arrêt Choufa, énonce une interdiction générale des prises de décision exclusivement automatisées. Alors, la Cour fait ses prescriptions en matière d'article 15 et elle va nous donner quelques précisions supplémentaires. Elle va préciser notamment que ne satisfait pas au aux dispositions de l'article 15, le fait de communiquer simplement une formule mathématique complexe, le fait de donner une description détaillée de toutes les étapes de la prise de décision automatisée, à partir du moment où il n'y a pas une explication qui soit suffisamment claire, concise et compréhensible. Et elle va donner une illustration positive de ce que pourrait être une explication concise et compréhensible. Et ce serait par exemple le fait de communiquer à la personne des informations sur la mesure dans laquelle une variation d'une ou plusieurs de ces données aurait conduit à un score de risque différent qui lui aurait été assigné. Sur le deuxième aspect, donc ça c'était le premier point, quelle est la consistance des droits qui sont consacrés par l'article 15 du RGPD. Sur le deuxième aspect, qui était la question de savoir comment est-ce qu'on va concilier le droit d'accès qui devient un droit à l'explication avec d'autres droits protégés, ou bien par le RGPD lui-même, parce que éventuellement la communication viendrait apporter sur des données personnelles de tiers, donc qui sont qui ont elles aussi la qualité de données protégées, ou bien parce que ça pourrait être couvert par le secret des affaires. Alors la Cour va opérer une mise en balance. Elle rappelle que le droit à la protection des données personnelles n'est pas un droit absolu, ce qui est énoncé par l'un des considérants du RGPD et ce qui avait déjà été dit avant sous le régime antérieur de la directive de 95, qui était l'ancêtre du règlement général de la protection des données, ce qui avait été dit par la Cour de justice, et donc il y a lieu de faire une mise en balance avec d'autres droits et libertés fondamentaux, mais que en toute hypothèse, l'issue de cette mise en balance ne pouvait pas conduire à refuser à la personne toute communication d'informations. Alors, la Cour va nous livrer un mode opératoire dans l'hypothèse où il y a potentiellement un conflit de normes. Comment opérer cette conciliation? Eh ben, le responsable de traitement va être, dans un premier temps, juge de savoir si il y a ou non un conflit entre le droit à l'explication qui est consacré par l'article 15 et d'autres droits protégés. Et s'il estime que c'est le cas, et ben dans ce cas-là, il va communiquer la totalité des informations uniquement à l'autorité de contrôle ou éventuellement à la juridiction qui va être saisie, et donc pas à la personne concernée elle-même. Et c'est l'autorité de contrôle ou la juridiction qui vont pondérer les intérêts en présence et qui ne vont révéler que les informations qui ne sont pas trop attentatoires aux droits protégés par le RGPD ou protégés au titre du secret des affaires. Alors voilà pour les deux décisions, quelques éléments
pour prendre un petit peu de recul et puis essayer de remettre les choses dans un contexte qui nous intéresse un petit peu plus que la question du scoring bancaire. Alors, ce sont deux décisions qui ont qui ont évidemment vocation à dépasser simplement la question du scoring bancaire. C'est des décisions qui ont une portée tout à fait générale sur les droits qui sont protégés par le RGPD et donc qui ont vocation à être mobilisés, y compris dans le cours de l'exécution d'une relation de travail. Donc dans le alors dans la relation de travail, l'employeur étant la plupart du temps le responsable de traitement. Donc la Cour de justice vient nous donner un régime de la décision algorithmique automatisée, d'une part en resituant la décision là où là où elle se trouve réellement, c'est-à-dire que à partir du moment où on a un mécanisme d'aide à la décision, à la prise de décision, qui en réalité est suivi 95% du temps, ben, la décision réelle, elle se situe au moment où on va faire cette opération de scoring, cette opération de profilage. Et elle va armer le sujet de données. Alors dans la relation employeur-salarié, ben, le sujet de données, c'est la vocation à être le salarié, lui redonner des prérogatives qui vont permettre, par la mobilisation justement du droit d'accès de l'article 15 RGPD, de savoir s'il est en présence ou non d'une décision, et puis de la situer véritablement pour ensuite mobiliser l'article 22 du RGPD pour venir la contester. Ce qui nous intéresse dans le cadre de la relation de travail, c'est que dans l'arrêt Choufa, la Cour de justice, elle nous dit on a un principe, une interdiction générale des décisions exclusivement automatisées. Et la Cour précise que c'est pas simplement un droit qui bénéficie à la personne concernée par le traitement de données, mais c'est bien une interdiction générale qui n'a pas nécessairement besoin d'être mobilisée par la personne qui a fait l'objet du traitement de données. Donc, pour transposer ça à la relation de travail, on a par exemple une obligation de consultation lorsque l'employeur va mettre en place des dispositifs de contrôle de l'activité du salarié. Ça va être le cas, ça va être l'occasion de rendre ces éléments publics dans l'entreprise, et on peut, sur la base de cette décision-là, avoir d'autres personnes que les salariés dont les données seraient traitées qui pourraient venir contester l'autre aspect qui est intéressant par rapport qui se développe, c'est que les mécanismes auto-apprenants ont vocation à être concernés par l'appréciation qui est portée par la Cour de justice sur l'article 15, et il va falloir qu'il soit explicable par, sinon leurs concepteurs, au moins par leurs utilisateurs. Et dernier élément, et je terminerai là-dessus. Donc on a, là pour le coup, la Cour de justice vient donner une substance assez palpable et intéressante aux droits qui sont protégés par le RGPD. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Dans le contexte, c'est que le RGPD a plusieurs finalités. L'une, c'est de protéger les droits fondamentaux des personnes qui sont l'objet des traitements de données, mais précisément, ça n'est qu'une de ces finalités. Et à côté de ça, le RGPD vient vraiment habiliter et permettre les traitements de données à caractère personnel, et essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'obstacles possible qui puissent être justement la possibilité d'exercer des traitements de données à caractère personnel. Donc le premier point, c'est que le droit à la protection des données personnelles doit éventuellement être concilié, voire se faire expliquer les choses, vérifier qu'il y a bien eu une prise de décision algorithmique, et éventuellement la contester. Mais tout ça, ça intervient après la bataille, et après que le traitement de données ait déjà été réalisé.
Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire sur ces questions-là.